Au Groenland, en juin 1959, non loin du pôle Nord. Un convoi d'autoneige lesté de matériel avance dans la neige à 3 km/h. Les États-Unis veulent transformer ce désert de glace en forteresse nucléaire pour y stationner des missiles. Les ingénieurs de l'armée américaine ont pour mission de construire une base cachée sous la glace, coûte que coûte. Après 1945, les États-Unis ont proposé au Danemark de racheter le Groenland pour l'équivalent de 100 millions de dollars en or. La cité sous la glace aura ses rues, ses maisons et pourra accueillir 200 soldats. En pleine guerre froide, les États-Unis veulent montrer aux Soviétiques le savoir-faire de leurs forces armées. Mais la base souterraine sert avant tout de couverture à un projet secret beaucoup plus fou. Cette histoire venue du froid est digne d'une aventure de James Bond, sauf que tout est vrai. Søren Gregersen avait 18 ans à l'époque. Son journal intime et les nombreuses photographies qu'il a prises attestent de la réalité du projet. Je suis venu à Camp Century sur invitation de l'armée américaine et j'y ai séjourné d'octobre 1960 à avril 1961. Un réacteur nucléaire, également enfoui sous la glace, fournit l'électricité et le chauffage. La ville miniature entre en activité le 2 octobre 1960. Mais seulement une poignée d'initiés connaît la véritable mission de Camp Century. Au lendemain de la Seconde Guerre, les deux grands vainqueurs s'affrontent pour l'hégémonie mondiale. Les États-Unis et l'Union soviétique se lancent dans une course à l'innovation technologique et à l'armement. Une course effrénée et dangereuse. La guerre froide entre l'Est et l'Ouest s'installe. En 1950, la Chine met en déroute les armées occidentales en Corée grâce au soutien des Soviétiques. En 1957, c'est un pays au faîte de sa gloire qui célèbre le 40e anniversaire de la Révolution d'octobre. Pour les dirigeants soviétiques, les célébrations annoncent l'entrée dans une nouvelle ère. Au défilé du 1er mai, l'armée rouge exhibe ses nouvelles armes. Le pays vient de tester avec succès des missiles balistiques intercontinentaux bien avant les États-Unis. Pour les Américains, l'année 1957 vire au cauchemar lorsque les Soviétiques mettent en orbite le premier satellite de l'histoire. Pendant 3 semaines, Sputnik 1 va émettre un signal sonore. Les Américains le captent lorsqu'ils survolent leur pays. Le monde se passionne pour les succès de l'aérospatiale soviétique. Le régime ne pouvait rêver meilleure publicité.
En novembre de cette même année, c'est le coup de grâce. Sputnik 2 emmène en orbite terrestre le premier être vivant, la chienne Laika. Elle va passer 7 jours dans l'espace. Encore une victoire pour le communisme. La réplique des États-Unis est immédiate. Mais la première mise en orbite d'un satellite américain vire au désastre. Malgré cet échec cuisant, le président Eisenhower est réélu et entame un second mandat en 1957. Eisenhower compte sur la dissuasion nucléaire pour endiguer la menace rouge. Dès lors, la politique militaire américaine va s'intéresser de près à l'Arctique et au Groenland. La plus grande île de la planète est à mi-chemin entre Washington et Moscou. Elle offre un emplacement idéal aux missiles nucléaires américains, dont la portée est limitée. Les Américains ont compris que l'Arctique allait jouer un rôle stratégique dans la guerre froide. C'est pour cette raison qu'ils voulaient avoir le contrôle total sur le Groenland. Or, le Groenland appartient au royaume du Danemark. Les Danois refusent de vendre l'île, mais autorisent l'implantation d'une grande base aérienne. La base aérienne de Thule est édifiée en 3 mois, un véritable tour de force logistique. L'armée utilise des véhicules amphibies pour décharger rapidement les cargos. C'est certainement le plus gros chantier de l'histoire de l'Arctique. Les États-Unis ont envoyé un nombre incalculable de navires et d'hommes pour le réaliser. La base permettait l'atterrissage des grands bombardiers nucléaires et comptait environ 12 000 hommes. La construction de la base de Thule est un projet top secret et l'armée de l'air a du mal à recruter autant de volontaires pour cette contrée reculée. Chuck Rose était médecin militaire. Mon ordre de mission disait « base aérienne de Thule ». Quand j'ai appelé le bureau pour savoir où c'était, le sergent à l'autre bout du fil a éclaté de rire. Il m'a dit « c'est le pire endroit de la Terre. Tu vas vivre une année entière enfermé sous la glace sans jamais voir le soleil. » Le chantier de Camp Century est encore plus vertigineux. Il débute en 1959 à 200 km à l'est de Thule. L'armée veut y tester du matériel et du personnel dans l'objectif de stationner des missiles nucléaires sur l'île. Comment choisir l'emplacement approprié dans ce désert polaire? Une colonie humaine enfouie sous plusieurs mètres de neige et de glace, un tel projet est totalement inédit. Le colonel John Kerkering, commandant du Centre de recherche et de développement polaire de l'US Army, dirige personnellement les opérations. L'idée était de construire des milliers de kilomètres de tunnels sous la glace pour pouvoir convoyer des missiles nucléaires sur rail entre des centaines de rampes de lancement. L'armée américaine investit d'immenses quantités d'argent et de ressources dans ce projet secret. Quelques semaines après le choix du site, les premiers convois empruntent la toute nouvelle route qui mène jusqu'à la calotte polaire. De là, le matériel est transbahuté sur des traîneaux. Une équipe de tournage de l'armée filme l'implantation, car une partie du projet sera rendue publique. C'est une occasion rêvée
pour promouvoir le travail et le savoir-faire des militaires américains. We called these convoys of 10 and 20-ton sleds heavy swings. Crawling up the ice cap at approximately 2 miles an hour, a heavy swing would reach the camp in about 70 hours if everything went well. Caterpillar tractors with extra wide treads pulled the heavy swing. Each tractor could pull from 50 to 100 tons. Finally, like a wagon train in the Old West, the first heavy swing got underway. Le chantier est interrompu car l'hiver arctique arrive plus tôt que prévu. Mais heureusement, l'installation des baraquements des ouvriers a pu être achevée à temps. Les plans prévoient d'enfouir Camp Century à plusieurs mètres sous la surface du glacier, qui mesure ici plus d'1 kilomètre d'épaisseur. Les ingénieurs procèdent par la surface et commencent par tailler 23 tranchées dans la glace. Elles formeront le réseau de tunnels de la ville. De part et d'autre de l'artère principale se déploient des galeries secondaires qui abritent les différents bâtiments. L'électricité et la chaleur seront produites par une petite centrale nucléaire. Les fraises à neige sont de fabrication suisse et servent habituellement à dégager les cols alpins. La glace est creusée mètre par mètre. Grâce aux tôles en acier cintré, les toits des galeries sont achevés en quelques heures et peuvent être recouverts de neige. Le chantier tourne en permanence et les équipes se relaient toutes les 12 heures. Ce rythme de travail effréné est possible grâce aux jours polaires, cette période de l'année où il ne fait jamais vraiment nuit. Sur ces images, par exemple, il est minuit passé. Cependant, ce jour permanent provoque aussi maux de tête et troubles du sommeil. L'armée soigne ses soldats ouvriers en les nourrissant généreusement. Le chantier compte une centaine d'hommes. Le camp provisoire qui les abrite disparaîtra une fois la ville souterraine terminée. Des drapeaux noirs signalent les tunnels achevés. Au fil des ans, la neige va pouvoir s'accumuler et se tasser sur les toits. L'aménagement intérieur débute à l'été 1960. Des maisons préfabriquées et spécialement conçues pour les conditions arctiques sont directement assemblées sur des fondations en bois. Chaque bâtiment en kit a été testé aux États-Unis. Ils sont chauffés, particulièrement bien isolés, et il faut moins d'une journée pour les assembler. La température dans les tunnels est de moins 30 degrés. Elle doit impérativement rester constante afin de garantir la stabilité des structures. Chaque allée secondaire peut contenir 3 maisons pouvant accueillir 15 habitants. 200 personnes pourront ainsi vivre dans la ville. Les ouvertures des tunnels sont bouchées avec des blocs de glace. Camp Century doit être invisible. Un petit sas d'accès est aménagé pour le passage des hommes.
Chaque tunnel est pourvu d'une issue de secours. La trappe de sortie est le seul élément du camp visible de l'extérieur. Tout au long des travaux, les caméras couleurs de l'armée américaine ne manquent jamais de capturer la bonne ambiance qui règne parmi les soldats. Le film doit être diffusé à la télévision dans les plus brefs délais. Il s'agit de montrer que l'armée se rend dans les régions les plus extrêmes de la planète pour protéger la population américaine. Pour le jour où la menace d'une attaque nucléaire sur le sol américain deviendrait réellement concrète, ils envisageaient sérieusement de loger la population dans des villes protégées sous la glace ou ailleurs. Du moins, c'était le discours officiel. En face, la machine à propagande tourne également à plein régime. Pendant que les Américains construisent leur forteresse au Groenland, le premier secrétaire du Parti communiste soviétique, Nikita Khrouchtchev, est en visite d'État chez l'ennemi de classe. L'homme fort du bloc de l'Est est venu avec toute sa satanée famille, comme l'écrit alors un journal new-yorkais. Son fils Sergueï en fait partie. En septembre 1959, Sergueï a 24 ans. Il est le seul fils du premier secrétaire. Il vit aujourd'hui aux États-Unis. La propagande soviétique nous avait fait croire que les Occidentaux étaient plus pauvres que nous. Ça a été un choc de constater que c'était le contraire. Jovial, souriant, Khrouchtchev est un maître communicant. Il remet à son hôte une copie d'une médaille que les Soviétiques ont envoyée sur la Lune. Et le premier secrétaire ne rate pas une occasion d'évoquer l'immense arsenal de missiles capable de détruire Washington à tout instant. Il parlait tout le temps de ces missiles qui pouvaient atteindre le sol américain. Sauf que nous n'avions pas de missiles. Ce n'était que du bluff. Khrouchtchev parvient à faire croire aux Américains que son pays possède une avance colossale en matière de missiles balistiques. Un coup de maître géopolitique. La guerre froide est aussi une guerre des mots. Et le premier secrétaire a largement mis à profit ses 2 semaines chez l'ennemi. Mon père me disait, nous produisons des messages comme nous produisons des saucisses. Quand je lui ai fait remarquer que nous n'avions que 5 missiles, il m'a répondu, peu importe, je ne veux pas déclencher la guerre, je veux l'éviter. Et pour ça, il faut que l'Amérique croie qu'on est bien plus fort que ce qu'on est. L'état réel des forces soviétiques est la question qui préoccupe les États-Unis. Un nouvel avion de reconnaissance est censé apporter des réponses. Le U-2 est capable de voler à plus de 20 km d'altitude, hors de portée des défenses aériennes. Du moins, c'est ce que pense le Pentagone. Les U-2 pénètrent systématiquement dans l'espace aérien soviétique et découvrent les sites militaires secrets les uns après les autres. Le bluff de Khrouchtchev a fait long feu. Chaque vol doit être autorisé par le président en personne, car les États-Unis violent toutes les lois internationales en vigueur. En mai 1960, un avion est porté disparu.
Il a été abattu par un nouveau missile soviétique, mais le pilote a survécu. Capturé, il est jugé à Moscou. Eisenhower est forcé de se justifier. When we admitted publicly that the U-2 belonged to us and it was on a reconnaissance mission, we were doing something that in a modern world, that was the only way we could find out, get any information on about a closed society. Mais les États-Unis n'ont pas dit leur dernier mot dans cette guerre des propagandes. À l'ONU, ils présentent un micro découvert dans l'ambassade américaine à Moscou. Une preuve de l'espionnage par les soviétiques. Le Marine Fiddler accoste à Thulé. L'un des derniers ravitailleurs pour le Camp Century transporte la centrale nucléaire. Elle aussi est préfabriquée, mais contrairement au bâtiment, elle n'a encore jamais été assemblée. Elle sera testée pour la première fois au Camp Century. Ce projet était aussi considéré comme un premier pas vers la colonisation de l'espace. On se disait que s'il était possible de construire une ville sous la glace, dans des conditions hostiles, on pourrait également établir une base sur la Lune ou ailleurs dans l'espace. C'était de la science-fiction qui s'incarnait dans un projet bien réel. The vapor container, the largest single item in the power plant, was carried on a special flat-bottom sled, built expressly for its transport. Everything seemed fine the morning the heavy swing moved out. But unfortunately, it was only a few hours later that one of the worst storms of the season blew up. Le réacteur est encore en route quand l'hiver s'annonce. Il devient urgent de terminer le chantier. En septembre 1960, les équipes travaillent désormais 14 heures d'affilée. Le coffrage en acier qui va abriter le réacteur est presque terminé. En raison de la tempête, ce convoi exceptionnel met plus d'une semaine pour parcourir les 200 km entre Thulé et Camp Century. Sur place, le réacteur est attendu avec impatience. Ils voulaient convaincre le public qu'on pouvait vivre confortablement sous la glace. Il ne faut pas oublier que c'était juste après Spoutnik qui avait traumatisé les États-Unis en les survolant. Les Américains pensaient réellement que leur pays avait du retard sur l'Union soviétique. Il fallait leur montrer que le pays avait la technologie et les hommes pour préserver les valeurs américaines. Les caméras de l'armée continuent de suivre l'avancée des travaux. Mais elles ne montrent pas les essais de missiles nucléaires menés dans la glace. Et le public n'apprendra pas non plus que certains ouvriers dorment mal à proximité du réacteur. Imaginez, vous devez vivre à côté d'un réacteur nucléaire sans savoir comment ça fonctionne. Les soldats pensaient que ça pouvait exploser à tout moment. Ça leur faisait peur. Dès la mise en route du réacteur, il y a eu un incident. La radioactivité dans le tunnel était beaucoup trop élevée et il a fallu couper le réacteur, en plein hiver.
Des plaques de plomb ont été livrées pour être fixées entre les murs pour contenir les radiations, après quoi le réacteur a été relancé. C'était justement quand Søren Gregersen y était. Il peut vous en parler. En octobre 1960, 2 Boy Scouts arrivent à Thulé. Søren Gregersen est l'un d'eux. Sélectionnés dans le cadre d'une opération de communication, ils vont passer l'hiver à Camp Century en tant qu'assistants technico-militaires. Je n'étais au courant de rien. Je savais seulement qu'il y avait quelques personnes qui vivaient dans ce camp et qu'il avait été construit par l'armée américaine. Le Danois Søren Gregersen a 18 ans et vient de passer son bac. Il parle à peine anglais, mais il est passionné de physique et de nature. Søren fait étape à Thulé avant de se rendre à Camp Century. Toujours avec lui, son appareil photo. Ça avait l'air passionnant, comme un prolongement de mes belles années de scoutisme. Durant les longs mois d'hiver sous la glace, Søren va se lier d'amitié avec Kent, son camarade américain. Le voyage en motoneige a duré 24 heures. On a pu dormir un peu, mais on est arrivé très fatigué. La route était balisée avec des drapeaux, et ils étaient très nombreux à l'emplacement du Camp Century. Dans ce classeur, il y a tous mes souvenirs de cette époque. Je tenais un journal et je prenais aussi beaucoup de photos. Et l'armée américaine m'en a donné quelques-unes en plus. Sur cette photo, nous voyons les 2 Boy Scouts du Camp Century, l'Américain et le Danois. Le Danois, c'est moi. Il y avait une quantité de neige absolument incroyable. Mon anglais était scolaire et il n'était pas fameux. Je tenais mon journal tous les jours. J'ai tapé tout ça il y a très très longtemps. C'est là-bas que j'ai appris à utiliser une machine à écrire. Je n'avais jamais fait ça avant. Voilà. C'est écrit en danois. Lundi, 12 décembre 1960. Petit déjeuner dans la zone du réacteur. Là, nous recevons l'ordre de descendre les provisions dans le tunnel principal. Le ravitaillement vient d'arriver. Après le déjeuner, retour dans la salle de contrôle. J'étais suffisamment naïf pour trouver ça très excitant de vivre juste à côté d'un réacteur nucléaire et pour penser que j'étais protégé des radiations. Je n'avais aucun doute sur le fait que tout était pensé pour qu'il n'y ait aucun problème. J'étais persuadé que les relevés qui étaient faits prouvaient qu'on ne courait aucun risque. Søren n'a jamais eu de problème de santé lié à l'exposition à la radioactivité. Il reste convaincu que les doses mesurées au moment de la remise en marche du réacteur
n'était pas dangereuse. Chaque barre de combustible contenait un demi-kilo d'uranium-235. Elles étaient prudemment déballées et nettoyées à la main par des hommes équipés de vêtements de protection rudimentaires. Des conditions de sécurité qui semblent aujourd'hui inconcevables. J'étais évidemment ravi de pouvoir assister à la remise en marche du réacteur. Et je n'avais absolument aucune inquiétude. J'étais passionné de physique et j'avais l'opportunité d'assister à une expérience totalement inédite pour moi. Et j'étais très curieux. Les sanitaires sont équipés de douches chaudes, un confort auquel Søren n'est pas habitué. Pour couvrir les besoins en eau fraîche, 38 000 litres par jour, il suffit de se servir au puits. Le puits a été foré dans le glacier sous le camp. Chauffé à la vapeur, la glace fond et forme un lac souterrain. Il fournit l'eau potable, refroidit le réacteur et alimente les chasses d'eau. Quand on devait aller aux toilettes la nuit, il fallait s'habiller chaudement, parce qu'il fallait passer par le tunnel principal où il faisait moins 30. La ville sous la glace dispose également d'une infirmerie moderne, d'espaces de détente et même d'une chapelle que Søren fréquente de temps en temps. L'aumônier dirigeait aussi l'équipe chargée du réacteur nucléaire. Il était capitaine et il s'occupait de Dieu. Quand il manquait quelque chose, on était livré dans les 2 jours, parfois par avion. On avait envie d'un légume, on le recevait. And it boasts the largest deep freeze in the world. Here is enough food to feed the camp for several months. Everything from steak to fruit salad. Samedi, le 24 décembre 1960, réveillon de Noël. Petit déjeuner. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour déblayer la neige. Le tunnel en était rempli. Puis Dr Zhivago pour le reste de la journée. J'ai lu le roman Dr Zhivago. Le menu de Noël. Jus de tomates frais avec quartier de citron, dinde rôtie, sauce au canneberge, purée de pommes de terre, patates douces sautées, haricots verts au beurre, maïs au beurre, assortiment de condiments et de petits pains, beurre, tarte à la citrouille avec crème fouettée ou tartelette fourrée, assortiment de fruits frais. En janvier 1961, un nouveau président américain prend ses fonctions. John Fitzgerald Kennedy hérite d'un contexte international délicat. Il doit contenir l'Union soviétique sans déclencher une nouvelle guerre mondiale. Preserve, protect and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God.
Les Soviétiques n'oublient pas de souhaiter la bienvenue au nouveau président. En avril 1961, Youri Gagarin est le premier homme à voyager dans l'espace et à effectuer un vol en orbite autour de la Terre. Son périple dure 108 minutes. 108 minutes qui vont changer le monde. L'événement a été encore plus fêté que le lancement du premier satellite. On n'avait pas vu ça depuis les célébrations de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Gagarine a paradé en voiture à travers tout Moscou. Les gens se pressaient au balcon, montaient sur les toits pour le voir. Le soir, il y a eu des feux d'artifice. Il n'y a plus jamais eu de fête d'une telle ampleur. I do not regard the first man in space as a sign of the weakening of the free world, but I do regard the total mobilization of men and things for the service of the communist bloc over the last years as a source of great danger to us. De leur côté, les États-Unis ont lancé un vaste programme de construction de sous-marins. À l'instar des Soviétiques, ils misent sur la force nucléaire. Ils mettent au point le Polaris, un missile nucléaire qui peut être lancé par des sous-marins en haute mer. Désormais, les États-Unis sont en tête dans la course à l'innovation. En 1958, l'USS Nautilus est ainsi le premier sous-marin à plonger sous la banquise du pôle Nord. C'est aussi le premier sous-marin à propulsion nucléaire. L'armée de l'air est également dotée d'un missile nucléaire, le Minuteman. Une variante, nommée Iceman, est destinée aux futures rampes de lancement installées sous la calotte polaire du Groenland. Pour acheminer ces missiles, il faut des voies ferrées. À Camp Century, on étudie la faisabilité du projet et on teste les rails. Camp Century était le galop d'essai pour un projet beaucoup plus ambitieux, le projet Iceworm, qui prévoyait la construction de milliers de kilomètres de tunnels sous la calotte polaire pour installer des missiles nucléaires. Søren Gregersen a pris 3 photos des rails d'essai. 3 preuves du projet d'armement nucléaire ultra-secret Iceworm, ver de glace, dont seuls quelques éléments sont connus depuis le milieu des années 1990. Il existait un tunnel particulièrement long et large, avec des rails, et un peu à l'écart des autres. Ils avaient installé un wagon qui servait à tout un tas d'essais. On le faisait avancer et reculer, on le chargeait, le déchargeait à des cadences plus ou moins rapides. Bref, ils testaient tout. Nous, on pensait que c'était pour transporter du pétrole d'une ville sous la glace à une autre. Camp Century devient un laboratoire de terrain pour de nombreux champs d'application, militaires et civils. Et Søren Gregersen est aux premières loges. Par exemple, lorsque des glaciologues extraient l'une des toutes premières carottes de glace, outil indispensable pour déterminer l'histoire du climat. Søren participe directement à de nombreuses expériences. La curiosité des militaires paraît sans bornes. Ils testent ainsi les propriétés d'un aéroglisseur sur la glace.
Mais on n'expérimente pas seulement le matériel. L'humain aussi est mis à l'épreuve. C'était une expérience sociale. L'armée américaine a mené des études psychologiques sur les soldats pour déterminer les répercussions d'une vie en isolement total dans des conditions extrêmes. On n'était pas certain que ces hommes allaient supporter l'expérience. Et on n'excluait pas qu'il y ait des conflits, voire des mutineries. Le documentaire de l'armée américaine brosse le tableau d'un monde parfait sous la glace. Pendant ce temps-là, à la surface, la Terre échappe de peu à la Troisième Guerre mondiale. En 1962, des navires soviétiques livrent des missiles nucléaires aux portes de l'Amérique, à Cuba. Jamais encore les États-Unis n'avaient été menacés d'aussi près. Sur le continent, on prépare la population à la guerre nucléaire. Les édifices publics sont équipés d'abris anti-atomiques. En Floride et ailleurs, les supermarchés sont pris d'assaut. L'armée est en état d'alerte maximale. Le président menace ouvertement de passer à l'offensive. It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. La détermination de Kennedy surprend Khrouchtchev. Comprenant qu'il a poussé le bouchon trop loin, il retire ses missiles. Les cargos soviétiques font demi-tour. « 1962 sera une année charnière pour Fidel Castro et son allié Nikita Khrouchtchev. C'est aussi l'année où se décide l'avenir de Camp Century et du projet Iceworm. Les soldats sur place seront les derniers à en être informés. Iceworm a été évalué par le ministère de la Défense en 1962. On sait que cette évaluation était positive, mais il a quand même été décidé d'arrêter le projet. L'une des raisons, c'est qu'après 4 années d'existence, le camp est menacé d'effondrement. Malgré l'isolation, les bâtiments émettent suffisamment de chaleur pour mettre en danger la stabilité des galeries. La migration des glaciers fait le reste. Il est devenu presque impossible de dégager à la main les monticules de neige. La calotte polaire n'est pas statique, elle est même très dynamique. Elle se déplace en permanence, de la Terre vers l'océan. Et ces mouvements ont déformé les galeries du camp jusqu'à ce qu'elles s'effondrent. La cité sous la glace est définitivement abandonnée en 1966. La route qui mène de Tulé à la calotte polaire est aujourd'hui barrée, tout comme le chemin balisé qui menait jusqu'au camp. L'armée a emporté avec elle son réacteur nucléaire, laissant aux soins des glaces éternelles tout le reste des installations. Mais l'éternité est un concept relatif en ces temps de changement climatique. Station Nord est une base militaire danoise, la colonie humaine la plus septentrionale du Groenland. D'ici,
les climatologues mesurent les surfaces de glace qui entourent le pôle Nord. Des spécialistes allemands du monde polaire, en mission pour l'Institut Alfred Wegener, étudient la banquise, tandis que d'autres chercheurs travaillent sur la calotte polaire. Les glaciers groenlandais fondent et les répercussions sont planétaires. Mais elles sont aussi locales et font remonter à la surface de vieilles histoires oubliées. Les pronostics des climatologues redonnent une actualité inattendue à Camp Century et au projet Iceworm, un demi-siècle après l'arrêt du programme secret. La glace renferme des déchets radioactifs, d'autres déchets toxiques tels que des PCB et des dizaines de milliers de litres de fioul. Si l'on en croit les projections, tous ces polluants pourraient s'écouler le long d'un glacier et se déverser dans la baie de Thulé d'ici la fin du siècle. Les Groenlandais sont en alerte. Les menaces écologiques sont réelles et graves. Les déchets radioactifs sont toujours dangereux, qu'ils soient enfouis sous la glace ou sous terre. On ne peut pas simplement laisser derrière soi des déchets comme ça. Cela met en danger l'écosystème de la planète et viole notre souveraineté. Notre terre a été polluée sans notre accord. Aleka Hammond a été première ministre du Groenland et représente aujourd'hui son pays au Parlement danois. Quand les glaciologues ont publié leurs recherches sur Camp Century, elle a demandé des explications à Copenhague. Les autorités danoises ont esquivé et depuis, rien n'a vraiment changé. Ce que je vois, c'est une immense tentative de dissimulation. Autrement, je ne comprends pas pourquoi on ne nous a jamais répondu durant toutes ces années. Pourquoi le Danemark n'a-t-il pas demandé de compte aux États-Unis pour avoir pollué la calotte polaire? Pourquoi devons-nous déployer autant d'énergie pour soutirer des informations au ministère des Affaires étrangères danois? On nous cache quelque chose, c'est évident. Aleka milite pour l'indépendance du Groenland et refuse que les générations futures aient à porter le fardeau de cette pollution. Le risque principal, c'est que ces résidus pénètrent dans la chaîne alimentaire. J'attends que ce lieu soit surveillé. J'attends qu'il soit nettoyé. J'attends des études scientifiques capables d'apporter des réponses à toutes les questions que se pose le Groenland. Horst Margut, un glaciologue suisse, a été le premier avec son confrère canadien William Colgan à alerter sur les risques écologiques de Camp Century. En 2017, le Danemark finit par agir sous la pression du Groenland et dépêche une expédition internationale. Horst Margut est du voyage. Un avion dépose les scientifiques à l'endroit où le Camp Century est toujours enfoui sous la neige. Ils ont 2 semaines pour essayer d'évaluer plus précisément l'état de la glace. En surface, il ne reste aucune trace de la colonie. Pendant 60 ans, la neige n'a cessé de tomber. C'est très étonnant. On est au milieu d'un désert blanc infini en sachant que 30 mètres plus bas, il y a près de 10 000 tonnes de déchets. Cet été-là, une météo peu clémente freine les recherches. En dessous, rien n'a bougé. Mais comme tout est enfoui entre 30 et 70 mètres plus bas, et qu'il y a une couche de neige d'au moins 30 mètres d'épaisseur, cet endroit est parfaitement plat. Les glaciologues font des relevés climatiques relatifs à la fonte des glaces et analysent le sous-sol à l'aide d'un radar géologique qu'ils tirent sur des skis.
Cela leur permet de localiser les déchetteries enfouies. Ensuite, ils prélèvent des carottes de glace à 70 mètres de profondeur pour mesurer leur radioactivité. Ils ne peuvent pas prendre d'échantillons des déchets eux-mêmes. On ne pouvait pas ponctionner les résidus. On n'était pas équipés pour. Et de toute façon, ça aurait été trop dangereux pour nous. Camp Century va-t-il se retrouver à l'air libre dans 70 ans et déverser ses résidus dans la baie de Tulé? Les premiers résultats confirment un réchauffement de la glace, mais pour l'instant, aucune radioactivité dangereuse n'a été enregistrée. Pour lever un coin du voile, il faudra attendre d'autres expéditions et les réponses de Copenhague, pour peu qu'il y en ait un jour. Les services compétents publient les données scientifiques sur Internet, mais toutes les demandes d'interview dans le cadre de ce documentaire ont été refusées. Et le responsable de l'expédition ne peut rien dire. En raison du silence danois, Camp Century continue de soulever de nombreuses questions, tout comme le projet de missile nucléaire Iceworm, qui est toujours classé secret défense aux États-Unis. Mais la fonte des glaces fait que Camp Century et ses conséquences restent d'actualité. Et l'on n'oubliera pas la seule colonie humaine installée sous la glace qui a réellement fonctionné durant près de 6 ans.